J'ai l'impression, avec cette expérience de vidéoconférence, de parler dans un digiaphone encrassé. J'ai le sentiment de leur parler, mais en fait, il y a une vitre entre eux et moi qui retient 80% du message. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Avant d'entendre mon invité, j'ai quand même un mot à vous dire, car je sais que beaucoup de personnes veulent faire des sites internet et j'aimerais vous parler de mon outil préféré, Webflow. J'adore Webflow qui permet de créer un site internet magnifique. On peut se présenter de manière professionnelle en quelques clics, toucher et développer son audience très facilement et bien sûr attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Souvent, on hésite à créer son site soi-même. On ne sait pas quoi choisir, comment faire, c'est pas évident. Et pourtant, moi, j'ai créé le mien en moins de 10 jours avec Webflow, preuve à l'appui dans mon article de blog sur le sujet. Je vous laisse le lien dans les commentaires de l'épisode. C'est mon 5e site internet, donc j'ai un peu d'habitude, et franchement, Webflow, c'est mon CMS préféré. CMS, en français, c'est Système de gestion de contenu. Bon, c'est pas très glamour, mais c'est très efficace et dans la tendance de fond du no-code. Je vous laisse y réfléchir et revenons à l'interview. Dans cet épisode, je suis avec Édouard Filias, qui dirige Gin, une agence d'influence et de communication digitale à Paris. Édouard et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous étions à Sciences Po ensemble, nous sommes suivis à HEC et nous restons bons amis. C'est l'une des personnes qui m'a influencé pour devenir freelance en innovation. Et il a été vraiment quelqu'un de très moteur, très inspirant pour moi. Et il a été la première personne à lire mon livre et à écrire une critique de mon livre Innover en pratique qui a été publié chez Erol. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. En tout cas, je suis ravie que Édouard ait pu prendre le temps de nous parler. Il est très actif sur les réseaux sociaux, dans son univers professionnel évidemment. Il dirige aussi une collection chez Ellipse et a écrit plusieurs livres. J'aurais pu faire un épisode beaucoup plus long parce que c'était vraiment passionnant et j'avais d'autres questions en tête à chaque fois qui me venaient. Donc peut-être qu'on fera des épisodes thématiques et on entendra à nouveau Édouard. En tout cas, je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une très bonne écoute. Eh ben, bonjour Carole, Édouard Filias. Ma société s'appelle Gin et on l'a cofondée il y a 8 ans à 3 associés. Alors, Gin, c'est une agence de conseil en communication et en relations publiques européenne. On est installé à Paris, Berlin et Londres. Notre métier, c'est l'influence digitale et plus largement les relations publiques. Donc, on accompagne nos clients sur leurs enjeux de réputation, que ce soit des dirigeants ou des groupes ou des sociétés, et le développement et la promotion de leur marque. On a une culture à la fois consumer, à la fois corporate. Dans les deux cas, notre mission, c'est de construire une relation de confiance entre nos clients et leur public. Et beaucoup de cette relation de confiance aujourd'hui passe par le digital. Voilà. Et donc Gin d'ailleurs, ça veut dire bienveillance en japonais, pour la petite histoire, parce qu'on pense que Internet et le monde aujourd'hui en général, mais disons Internet en particulier, a besoin de beaucoup de bienveillance et de beaucoup d'influence positive. Ah, c'est très joli. Effectivement, c'est ce que disait aussi Céline Wissling, la cofondatrice de Neonest, les salles de sport. C'est un peu ce qu'elle souhaitait pour le monde, ce type de bienveillance. Donc, c'est super d'avoir mis dans votre intitulé de société. Alors, rentrons vite dans le vif du sujet. Édouard, comment ça se passe la crise pour toi, sachant que tu pilotes une entreprise internationale? Alors, International, c'est une PME, hein, on est 80 collaborateurs, on est une société qui a cru rapidement. Ces 8 dernières années, on a été portés, soyons modestes et humbles, par en fait la demande de nos clients, utiliser le social comme un élément clé de leur communication, en lien avec les relations avec les médias, le marketing, digital bien sûr. Et donc, si tu veux, on a cette chance de pouvoir continuer à travailler malgré la crise sanitaire. On a même plus de travail puisqu'il faut aider nos clients à rassurer, à expliquer, à accompagner. Et donc il y a une forme de communication de crise un peu permanente qui s'est installée depuis le début des événements, depuis le premier confinement, à laquelle on participe activement. Voilà, on aide des dirigeants à prendre la parole sur YouTube pour parler à leurs équipes. C'est ce qu'on a fait récemment avec le dirigeant du Crédit Agricole, Philippe Brassac. On aide des patrons à prendre la parole sur LinkedIn et à expliquer, mettre en perspective, rassurer parfois leurs équipes. Voilà, donc pour nous, la crise, elle a essentiellement un impact sur le moral des troupes, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des troupes, ce sont des hommes et des femmes libres. Mais c'est quand même ça le vrai sujet. Autant le premier confinement, d'ailleurs, on a été assez résilient parce qu'il y avait de l'adrénaline et parce qu'on avait envie de s'organiser pour que ça marche. Et donc le business, on a probablement plus pâti parce qu'il y a eu un effet de choc. Les entreprises ont arrêté leur budget.
Le deuxième confinement, disons pour faire simple, novembre-décembre, pour l'instant j'observe l'inverse. C'est-à-dire que les boîtes, les entreprises, nos clients se sont adaptés. Ils vivent avec ce new normal, aussi difficile soit-il. Et donc il y a eu une continuité des projets, du business, du flux. En revanche, les gens là ont le moral dans les baskets, et donc il faut serrer les coudes et attendre la suite. Voilà en résumé la situation. Donc si j'entends bien, toi tu fais partie des entreprises qui sont dans le haut de ce cas, tu sais, cette idée d'une reprise en cas, enfin plutôt d'une situation en cas avec le cas qui monte. Il y a des entreprises qui tirent leur épingle du jeu et d'autres au contraire qui sont en train de sombrer. Dans le domaine de la restauration, voilà, des PME ou TPE qui accusent le coup avec des pertes de chiffre d'affaires très significatives, et d'autres en revanche entreprises comme la tienne, si j'entends bien, qui au contraire surfe sur cette vague. J'ai notamment interviewé Dominique Carla, qui est la vice-présidente du MEDEF et porte-parole, et qui, elle, a une société de conseil sur l'innovation. Elle prospère, on va dire, même si le moral des troupes est un élément essentiel. C'est bien ça. Ou au contraire, vous accusez le coup, mais ou est-ce que vous, au contraire, vous gagnez? Il faut immédiatement faire preuve de mesure et d'humilité. Bon, la crise aujourd'hui, elle nous a coûté notre croissance. Pour faire simple, on fait 30-40% de croissance par an depuis 8 ans. Bon, cette année, on fera beaucoup moins. On comptait faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en fera 9. Donc du coup, partant, elle nous a coûté notre résultat. Voilà, j'avais un gros client, par exemple, qui nous avait embauché pour travailler sur sa réputation et son image aux États-Unis et en Europe, qui est une société asiatique qui s'appelle Bluebell. Elle a décidé de suspendre ses budgets. On avait un certain nombre de budgets qui étaient liés à des événements. Il y a eu des opportunités aussi reportées, parce qu'un certain nombre de clients, par exemple, attendaient des levées de fonds, des financements. Il y a aussi de la frilosité chez d'autres. Donc, entre les opportunités manquées et les clients qu'on devait facturer et qui ont été suspendus, si tu veux, ça a détruit le potentiel de croissance de la boîte. Je vois un peu la situation d'autres entreprises et d'autres secteurs, et donc je me dis qu'on est bien lotis, malgré tout, qu'on a de la chance. On a d'ailleurs, je crois, essayé de maintenir ce qui fonctionne bien chez nous, c'est-à-dire l'équipe. Donc pas de plan social, pas de départ organisé de plusieurs collaborateurs, un chômage partiel très limité, puisqu'on ne l'a appliqué que aux gens qui ont un rôle de business development. Donc c'est un effort évidemment qui est consenti par ces gens-là, mais Jean s'engage malgré tout à payer 100% de leur salaire. Donc non, je peux pas du tout dire, si tu veux, qu'on soit indemne, mais je pense qu'on s'en sort quand même pas si mal compte tenu de l'étendue du désastre, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que vous en avez profité pour faire de cette crise une opportunité et être un peu dans l'esprit de Schumpeter, ou au contraire, c'est ce que j'ai cru entendre en début d'interview sur des prestations pour que vos clients s'expriment plus dans le domaine du digital? Comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Ah, si l'esprit de Schumpeter venait à nous, nous réveillait de notre langueur pour nous encourager à détruire créativement. Bon, en fait, si tu veux, il y a quand même beaucoup de sidération dans cette histoire. Donc là aussi, j'ai vu beaucoup de gens peindre d'eux-mêmes le portrait du rôle modèle entrepreneurial qui, dans la tempête, dégaine son PowerPoint et réinvente son offre. Je dis pas qu'on n'a pas essayé de le faire, et on a en partie d'ailleurs échoué à le faire, puisque quand la crise est arrivée, je me suis dit bon, on va lancer une offre d'événements digitaux. On a accompagné quelques clients sur ce type d'offre. En réalité, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de passer 3 heures devant Zoom. Ils passent déjà toute la journée devant leur logiciel de vidéoconférence. Une autre tentative, ça a été de se dire bon, on va mettre le paquet sur l'accompagnement du marketing digital et de la relation commerciale sur les réseaux sociaux. En fait, on s'est rendu compte que quand un client coupe son budget parce qu'il a peur de l'avenir, il le coupe partout, il le coupe aussi sur le digital. Donc il n'y a pas un budget marketing digital ou promotion des ventes en ligne qui aurait été miraculeusement préservé dans ce contexte. À l'inverse, on a eu des surprises. C'est l'explosion de la demande de nos clients pour l'accompagnement de leur réputation en ligne. Donc on a dû signer une trentaine de contrats avec des dirigeants de boîtes de toute taille, de la start-up, l'ETI jusqu'au grand groupe, parfois même des COMEX, pour les aider à organiser leur présence en ligne, porter une parole, donner des clés. Dans cette situation de crise qu'on connaît, on peut plus tricher, quoi. Si on est le patron, tous les regards se tournent vers toi, tes attentes, tous les espoirs, souvent. C'est peut-être un réflexe un peu grégaire. Comment est-ce qu'on aide nos clients dirigeants à bien parler, à bien se positionner dans ce contexte? Ça, c'était une demande très forte. Oui, c'est très intéressant. Moi, c'est un sujet qu'on a abordé à chaque fois avec les dirigeants d'entreprise, c'est la communication avec leurs équipes. Et ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il faut surcommuniquer dans ces moments de crise pour montrer qu'on est présent. Est-ce que c'est toi ce que tu as fait, et tu en es où maintenant qu'on est
voilà, qu'on a de l'antériorité, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on est dans cette crise sanitaire. À titre personnel, j'ai surcommuniqué. Je crois que j'ai d'ailleurs saoulé un certain nombre de mes collègues. Mais c'est pas grave. Je me dis qu'il vaut mieux leur avoir affligé un peu de castrisme digital que de leur avoir donné l'impression qu'ils n'étaient pas le centre de notre attention, puisqu'ils l'étaient. Ils le sont toujours. Comment prévenir la lassitude, le spleen, voire des formes plus graves de spleen, le burn-out, le sentiment d'épuisement professionnel, qui vient très très vite dans ce contexte de confinement, parce qu'on est livré à soi-même et à son écran. Donc c'est une préoccupation majeure que j'ai d'ailleurs plus ou moins bien gérée, parce qu'on n'a pas vu venir lors du premier confinement l'ampleur du problème. Et ce qui est le plus précieux dans une boîte, c'est quand même dans une boîte de service comme la nôtre, c'est les gens, c'est nos collaborateurs, c'est eux qui gèrent nos clients. Si nos collaborateurs sont contents, nos clients sont contents. Donc la question, cette question-là, elle est centrale. Donc effectivement, j'ai voulu garder le lien avec tout le management d'ailleurs, puisqu'on a tous contribué. Donc on fait des gin calls, ce qu'on appelle le gin call, c'est-à-dire des points hebdomadaires. Je me suis mis à faire des podcasts et le week-end à les envoyer par mail. On a monté un système de buddy, c'est-à-dire que toutes les 15 jours, on est pairé avec quelqu'un de différent dans la boîte de façon aléatoire et on doit s'appeler une ou deux fois par semaine pour prendre des nouvelles de l'autre. Des newsletters d'infos, des événements en ligne, évidemment. Alors là, on a tout essayé, la réalité virtuelle, faire un cocktail à distance en ligne avec un barman, faire du karaoké remote. Donc je pense que voilà, tout est bon pour préserver le lien humain et social, pour prévenir en fait la disparition du collectif. Et tu penses que ça a fonctionné jusqu'à présent? Il n'y a pas eu de... Je pense que ça a fonctionné plutôt, mais pas pour tout le monde. Je pense à des collaborateurs qui ont un stress particulier parce que c'est leur caractère, qui ont une surcharge de travail à un moment donné, qui sont seuls. Donc ça, c'est des profils qui sont très compliqués. J'en profite d'ailleurs pour dire que je ne crois pas au télétravail. Alors, une journée, ou même pourquoi pas deux, de télétravail par semaine, quand on sait qu'elle est là, cette journée, qu'on va pouvoir s'organiser pour la vivre sereinement, pour faire le travail qu'on n'a pas pu faire à un autre moment, évidemment, ça c'est super. Mais là, c'est pas du télétravail ce qu'on est en train de vivre, c'est une forme de presque impossible de vie collective. J'ai l'impression, avec cette expérience de vidéoconférence, de parler dans un digiaphone encrassé. J'ai le sentiment de leur parler, mais en fait, il y a une vitre entre eux et moi qui retient 80% du message, dans les deux sens. Donc si moi j'essaie de faire bouger les choses, de donner une dynamique très difficile, si on essaie de créer, d'inventer de nouvelles choses, voire de détruire des choses qui marchent pas pour en inventer de nouvelles, comme tu citais Schumpeter, voilà, on y est, la destruction créatrice en remote work, je pense que c'est juste pas possible, quoi. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que là, il y a de plus en plus d'entreprises, notamment américaines, qui le généralisent à 100%, et ça devient quelque chose un peu comme un nouveau modèle de travail assez idéalisé. Alors, immédiatement, je me porte en faux parce que je note que Google, par exemple, a demandé à ses collaborateurs de rester à distance de commute. C'était aussi le rêve des années, tu te souviens comme moi, des années 2000, on a déjà eu cette lubie du télétravail, de l'entreprise décentralisée, de l'entreprise sans bureau. Et ça a déjà été un échec. Ça a été l'échec de Yahoo et de plein d'autres startups. Donc voilà, moi c'est une mode qui se démode vite et à laquelle je ne crois pas. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en souffre, quoi. Ouais, ça pourrait être un sujet vraiment de discussion plus large, parce que je suis partagée là-dessus. Je pense qu'il y a des moments d'entreprise qui s'y prêtent bien au télétravail et d'autres moins. Mais en tout cas, ce qu'on vit, ça n'en est pas. C'est du 100%. En tout cas, c'est pas un mode de travail, comment dire, en rythme de croisière, si tant est que ça existe. Donc ça, on est d'accord. Et du coup, le passage a quand même été plus simple, puisque vous aviez quand même cette culture que vous aviez de 1 ou 2 jours par semaine au choix. Je me souviens, on en avait discuté. Ça a permis de faire quand ça a dû être obligatoire, d'être plus facilement faisable. Et j'avais aussi une autre question. Il y a certaines entreprises qui laissent leurs collaborateurs revenir quand les conditions de vie ne sont pas idéales. Ton entreprise, elle est à Paris, donc pas toujours facile de télétravailler dans son petit appartement. Est-ce que vous avez autorisé ça aussi, de revenir Oui, bien sûr. On a proposé et je crois que on proposera dans l'avenir que les collaborateurs puissent revenir une journée par semaine s'ils le souhaitent. Donc voilà, ça c'est juste de la survie, parce que fermer les bureaux, le vrai hard lockdown, quoi, c'est quelque chose qui est inenvisageable pour un jeune de 23-24 ans
qui est dans 30 mètres carrés, dont les parents habitent Nancy, et qui par ailleurs a une charge de travail importante, quoi. En fait, si tu veux, on a aussi été très clair, parce qu'au début, les gens ont mal accepté le second confinement, en disant non, on va rester. Ils voulaient pas repartir en remote, si tu veux. Il y a un des premiers lundis, on s'est retrouvés, on était 30 dans les bureaux. Voilà, j'ai dit non, mais attendez, ça va pas. On peut pas non plus prendre des risques. Il y a quand même une vraie pandémie. On a capé le nombre de personnes qui pouvaient venir dans les bureaux en même temps et limiter la présence à une journée par semaine pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc ça n'a pas été de soi. Ah ok, ouais, c'est intéressant ça. J'imaginais pas effectivement qu'il y ait des personnes qui ne souhaitaient pas revenir chez elles. Et du coup, si on dézoome un peu sur la situation de l'entreprise, tu as mentionné le chômage partiel. Est-ce qu'il y a d'autres aides de l'État qui ont été activées pour Jean? Et plus largement, qu'est-ce que tu penses en tant que chef d'entreprise, voilà, de ce qui se passe par rapport aux aides de l'État? Il y a des visions assez contrastées parmi les chefs d'entreprise que j'interviewe. Bah écoute, on se souvient, pendant nos études, on a étudié Milton Friedman et la théorie de la helicopter money. Et à l'époque, ça nous semblait un peu théorique. J'ai eu la surprise de voir l'helicopter money se poser dans mon jardin. Quand la banque t'appelle un matin pour te dire est-ce que vous voulez 400 000 euros, tu sais pas trop quoi répondre puisque c'est complètement contre-intuitif. D'un côté, l'État a poussé de l'argent vers les entreprises pour qu'elles survivent, ce qui est logique. Et tant mieux d'ailleurs, parce que cette année, il y a eu moins de faillites paradoxalement que l'année précédente. Moi, je suis assez partagé parce que je pense, évidemment, en tant qu'entrepreneur, tu peux que te réjouir d'avoir plus de moyens pour investir. Au niveau macroéconomique, est-ce que ça n'a pas contribué à maintenir des business qui n'auraient pas dû se maintenir de toute façon? Et donc à bloquer quelque part aussi des talents, des entrepreneurs, des capitaux au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est aussi de l'argent magique dans un sens où, il va falloir rembourser. C'est très important de faire face à ses créances et à ses dettes. Est-ce que quand une boîte a un exercice négatif depuis 3 ou 4 ans, elle peut escompter rembourser son PGE dans les 3 ou 4 années qui viennent? Donc ça m'inquiète pour la santé générale aussi de l'économie de ce point de vue-là. C'est-à-dire que cette accumulation de créances plus ou moins douteuses, on sait très bien que si un jour quelqu'un crie le roi est nu, ça ne sera pas remboursé, puis qu'il y a une avalanche de non-remboursement, ça aura un impact. Et à nouveau, on aura une crise économique, à nouveau, on aura des problèmes systémiques. Peut-être l'argent aurait pu s'allouer de façon un peu plus fine dans le tissu économique. Je trouve que tout cela a été trop massif. Tu veux dire sans assez de finesse dans les critères d'attribution, qu'il y a eu des effets d'aubaine et qu'il y a des entreprises qui de toute façon auraient dû disparaître? Et c'est exactement ça. Il y a eu une pression, je pense, de la part du gouvernement de placer cet argent qui avait été levé donc en Europe, en France pour soutenir le business. Donc les banques ont fait le job. Je dois dire d'ailleurs de façon remarquable. On parle souvent des soignants et à juste titre. On pourrait aussi parler des banquiers. Pour une fois, voilà une profession dont on dit beaucoup de mal et qui nous pèse souvent. Là, ils ont été quand même présents. Hein. Combien d'employés de banques ont été travaillés malgré tout pour faire en sorte que leurs clients touchent leur PGE ou leur emprunt et pour certains survivent. Puisque effectivement, beaucoup de boîtes ont survécu grâce à ces aides publiques. Ouais, c'est très juste. Et avant qu'on passe à la deuxième partie du podcast où on parle un peu plus de toi en tant que personne, moi j'avais une dernière question, c'était un peu tes espoirs sur l'année prochaine vu que la croissance de Jean s'est arrêtée, enfin on connaît un ralentissement très très fort. Comment tu vois un peu le paysage économique en ce début d'année 2021? Qu'est-ce que tu en espères? Il y a un sujet central, c'est est-ce qu'on va recevoir un vaccin qui marche et je pense qu'il y a un avant et un après, quoi. Dès lors qu'on a un plan très clair et une certitude sur l'efficacité du vaccin, dans un nombre suffisant de pays occidentaux, puisque l'Asie s'est déjà relevée depuis longtemps. Hein. Alors moi, je crois à une reprise en V. Les entreprises vont vouloir rattraper leurs objectifs, elles vont vouloir rattraper le temps perdu. Elles ont aussi quand même globalement préservé énormément de cash. Un peu comme les particuliers, hein, les frais professionnels, les voyages, les déplacements, les événements, les séminaires, tout ça n'a pas été dépensé, c'est toujours là. Certaines boîtes ont fait des levées de fonds qu'elles ont gardées sur un compte en banque bien au chaud, c'est le cas de Jean par exemple, en attendant des jours meilleurs pour investir. Donc moi je crois que le business va investir pour rattraper le temps perdu, et les particuliers c'est pareil. Ils n'ont pas dépensé, ils n'ont pas été au restaurant, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas pris de vacances, ils ont parfois reporté leur projet immobilier. Donc c'est pareil, la vie va reprendre ses droits. Ils vont vouloir profiter de la vie et puis avancer avec leur projet. Et donc moi je crois à un boom, alors qui est largement fonction de la réception du vaccin, de son administration, de sa qualité. Et d'ailleurs on l'a déjà vu ce boom, on l'a déjà vu en septembre où l'activité quand même a vraiment remonté très très fort.
Voilà. Donc je crois que moi je suis très optimiste pour le jour d'après, quoi. Ah bon, bah c'est super d'avoir ce type de témoignage en ce début d'année 2021. Moi, je nous souhaite aussi la même chose à tout le monde. Et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont économisé, puis d'autres qui au contraire ont du mal à joindre les deux bouts. Donc il y a quand même aussi cet autre aspect de la société. Je sais pas trop comment on va voir le. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Enfin, c'est quand même une crise économique terrible qui laisse beaucoup de gens dans la pauvreté, dans le dénuement. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on en parlera peut-être. Moi, je milite pour le revenu universel, pour avoir justement une espèce de protection, de filet de protection contre les aléas de la vie comme cela. Voilà. Mais si tu veux, là, je parlais d'un point de vue macroéconomique. Je pense à cette classe moyenne et à cette CSP+, qui a thésaurisé. Ma théorie, c'est que les gens vont pas garder cet argent sur leur compte épargne, ils vont le dépenser dans l'intérêt de tous, idéalement. Et notamment des restaurateurs, des petits commerçants, enfin des gens qui vont vouloir remonter leur business, quoi. Ouais. Est-ce que toi, ton Jean fait du click and collect et des sites internet pour ses clients, ou vous êtes que sur l'e-réputation? Non, on fait vraiment la réputation et l'image, soit sur le produit, soit sur le corporate. On peut accompagner les dispositifs de nos clients, mais on les développe pas nous-mêmes sur ces sujets. Tu as mentionné la réalité virtuelle et je voulais rebondir dessus. Tu sais que je suis fan et je suis vos projets chez Jean depuis plusieurs années. Vous avez été hyper précurseur sur ce champ-là. Est-ce que ça a connu un peu un boom avec cette crise, ou au contraire, ça fait partie des sujets qui sont pour plus tard? Alors effectivement, on a créé une spin-off qui vit sa vie désormais de Jean, qui s'appelle le Pitch Boy, qui est un outil de formation en réalité virtuelle. C'est un simulateur de conversation intelligente avec un client qui permet de se plonger dans le contexte d'un échange le plus réaliste possible pour se former quand on est commercial, quand on est dans un métier de relation client. Donc par exemple, on travaille avec Sixt pour former les agents d'accueil dans les agences, on travaille avec des chaînes d'hôtels pour former leur personnel, avec les boutiques Christian Dior, entre autres. Ouais, je l'avais testé, c'était très efficace déjà et c'était juste le pilote, donc ça m'étonne pas que vous ayez plein de clients. Autant on a fait une étude qui montre une explosion du digital en Allemagne, en France, au UK, aux États-Unis, que tu trouveras sur notre site internet. On a fait avec Opinionway. On voit une vraie rupture dans l'usage des technologies numériques en général. On voit aussi des sujets d'addiction, des préoccupations sur la privacy qui se font jour, sur les fake news qui n'étaient pas aussi manifestes avant. Et en ce qui concerne la réalité virtuelle, je suis un peu mitigé parce que autant la formation distancielle a le vent en poupe, c'est-à-dire que les clients savent qu'ils vont devoir investir dans les outils et les supports. La réalité virtuelle, ça nécessite souvent des tournages et des interactions bien réelles. Et donc, on n'a pas pu, avec le Pitchboy, produire autant qu'on voulait de contenu pour nos clients dans cette période, parce que tout simplement, on ne pouvait pas tourner avec nos caméras 360 les simulations qu'on leur a proposées. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il y a quand même un équipement chez les particuliers qui n'est pas encore au rendez-vous. On a des casques dans les entreprises de nos clients, mais chez toi, bon, c'est plus rare d'avoir un Oculus Rift dernière génération, quoi. Donc la réalité virtuelle est encore dans une phase un peu exploratoire, mais je crois beaucoup dans l'avenir à son développement, et notamment au développement de la réalité augmentée. Donc chez Pitchboy, en ce moment, on développe des technologies qui permettront de greffer, si tu veux, ton avatar, la personne avec qui tu dialogues, devant toi, sur ton canapé, dans ton salon ou dans la chaise devant ton bureau, pour te permettre une immersion encore plus complète en réalité augmentée dans la conversation. Ouais, non, c'est assez passionnant. C'est vrai que la réalité augmentée, c'est plus accessible. Après, il faut trouver les bons cas d'usage, mais bon, ça pourrait être un sujet complet d'un épisode. On est concrètement, nous, on fait des tournages qui durent 2, 3, 4 jours. Et ces tournages, bon, bah, c'est du matériel, c'est du temps, c'est de l'éclairage, c'est des moyens de production technique, de réalisation, si tu veux. Et ça nous a un peu retardé, quoi. Non, ok, donc il n'y a pas eu de nouveau projet là pendant ce confinement en raison des difficultés de production du contenu, hein. J'aimerais te le dire. Alors, on a amélioré nos outils, on s'est développé, mais il n'y a pas eu d'explosion de projets réactivés, qui sont des projets complexes à mener et souvent qui nécessitent des interactions, des visus, quoi. Bon, en tout cas, l'outil est hyper prometteur. Je suis sûre qu'il y a un moment où tout va se rencontrer. Sans doute. Merci, hein. Ouais, et du coup, Edouard, je voulais savoir, parce que voilà, tu es chef d'entreprise, voilà, un homme d'affaires qui réussit et qui est en pleine croissance, hein, même si là il y a des événements exogènes qui vous ralentissent. Est-ce que tu connais ton MBTI?
Alors écoute, je connais le concept. Non, je l'ai pas fait récemment. Donc, je vais encore te poser une question. Il est peu probable que tu me dises oui. Est-ce que tu connais ton énéagramme, qui est un autre test de personnalité? Alors, je ne le connais pas, mais par contre, oui, je me suis penché dessus. Une collaboratrice m'en a parlé il y a 2 ou 3 ans et j'ai acheté le bouquin qui parle de ça. J'ai trouvé ça passionnant. Mais pour moi-même, je m'en souviens pas non plus. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, je l'ai fait avec une coach américaine, enfin française qui vit aux États-Unis, qui est spécialiste de ça, et j'ai trouvé que c'était super éclairant sur ma personnalité et notamment tous les points sur lesquels je dois travailler pour être mieux dans mes baskets, on va dire, pour faire très simple. Donc, je trouve que c'est hyper utile et c'est aussi hyper utile quand on connaît celui de nos collaborateurs et quand on est manager pour adapter son discours finalement. Et alors, une question plus simple, là, tu connais. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton signe astrologique? Ah oui, je suis taureau. Ouais. Et ton ascendant, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Et du coup, taureau, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'intéresses, où les gens disent de toi, tiens, c'est vraiment un taureau, Édouard? Écoute, j'ai tendance à prendre les trucs et puis à agir et puis en faire plusieurs en parallèle aussi. Et quelque part, après l'action, me dire, bon, ça c'était une bonne idée, ça c'était une moins bonne idée. Je pense qu'en plus l'action féconde quand même en partie la réflexion. On peut gagner la bataille sur papier, hein. On peut la gagner 10 fois, 100 fois. Bon, d'ailleurs, si on la gagne pas sur papier, il vaut mieux pas trop se lancer. Mais ensuite, c'est finalement dans le mouvement des choses qu'on détermine précisément sa vision, son objectif. Donc voilà, donc je suis un taureau mitigé parce que je suis content de foncer sur les choses et en même temps je suis conscient aussi que parfois il faut prendre le temps de bien se poser quoi. Moi, je te reconnais dans le taureau parce que calme, fiable, persévérant, et ce sont des choses que je retrouve en tout cas chez toi. On se connaît depuis plus de 20 ans maintenant et c'est vrai que ça te représente bien. Écoute, là-dessus, moi, j'avais en question de synthèse 2 questions. La première, c'est est-ce que tu as l'impression de vivre une épreuve? Bon, j'ai d'abord l'impression quand même d'être très privilégié. On a un business qui est résilient, une très bonne équipe. J'ai la chance d'avoir une famille et donc tout ça, ça concourt quand même à me laisser penser que je suis bien loti. Et donc, une épreuve, c'est un bien grand mot, quoi. Une contrariété profonde, en tout cas, à titre personnel, oui, parce que je pense que, encore une fois, c'est comme une pause, en fait, dans la vie entrepreneuriale qu'on a connue, qui consiste à créer, à connecter, à fabriquer, à avoir une idée le matin et à la réaliser le soir. Bon, bah, tout ça, c'est pas possible. Donc, ça met sous cloche. Le mouvement du monde, enfin en tout cas le mouvement de mon petit monde qui est celui de notre business et c'est très très frustrant. Et encore une fois, je dis ça en même temps en pensant à ceux dont l'activité est vraiment définitivement arrêtée ou à ceux qui ont des difficultés économiques majeures. Voilà, donc c'est eux qui vivent d'abord une épreuve. Hein. Il y a quand même une forme de hiérarchisation dans l'épreuve qu'on subit tous. D'ailleurs, je pense que c'est Peter Thiel qui disait la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, que cette crise daterait, le vrai début de cette crise serait daté le réel début du 21e siècle. Je suis mitigé parce que je change d'avis 10 fois par jour là-dessus à travers les lectures que je peux faire. Est-ce que le monde d'après sera différent? Est-ce qu'il portera en lui des germes de changement, notamment sur la question énergétique, voilà, ou au contraire, ce sera le monde d'avant un peu pire, comme dit Welbeck. Je me suis pas fait une religion encore totalement. Je pense cependant que cette crise ne laissera indemne aucune société. Déjà, un fait majeur qu'on peut voir, c'est le décrochage des États-Unis et de l'Europe au profit de la Chine et de l'Asie. Les choses ont repris là-bas depuis 6 mois comme si de rien n'était. Évidemment, ça aura un impact sur les clients avec qui on va travailler demain, sur le centre de l'innovation, sur la dynamique générale de ce qui surviendra ensuite. Voilà. Donc une épreuve, non, mais une période de grande contrariété et de difficulté, sans doute, quoi. Ah oui, je comprends mieux. C'est vrai que c'est très juste. Tout est question finalement de degrés. Et donc, en synthèse, ma dernière question. As-tu eu l'impression d'innover depuis le début de cette crise sanitaire? Écoute, moi je pense que ce qu'on a apporté avec mes associés au monde des relations publiques, c'est une méthode et un regard sur ce qui est la réputation numérique et la façon dont on la façonne et dont on la projette. Voilà, ça fait maintenant presque 15 ans qu'on travaille là-dessus. Beaucoup de nos clients sont là pour ça. Et je crois qu'on a pu innover sur ce sujet en occupant petit à petit les nouveaux espaces numériques qui se créent, où nos clients se sont déployés. Hein. Tout a commencé par Facebook, puis Twitter, puis Instagram, puis aussi l'ensemble des moteurs de recherche et du
du référencement qu'on y trouve, les forums de conversation. J'en arrive au point de penser d'ailleurs que le backbone de la communication d'influence de l'image aujourd'hui, c'est vraiment le digital autour duquel viennent se greffer les différentes séquences de communication publicitaire, médias, institutionnelles. Et donc je crois qu'on a pu contribuer avec d'autres, à innover dans la création du métier de l'influence numérique. C'est quelque chose qui nous rend d'ailleurs assez heureux, parce que il faut innover encore et encore, s'adapter aux attentes des clients, s'adapter aux évolutions technologiques. Donc moi, ce que je souhaite à chacun, c'est de trouver une façon de conjuguer sa quête personnelle d'épanouissement, qui fait que on s'estime heureux ou malheureux à la fin de la semaine, avec un projet collectif. Je pense que cette tension-là, elle est au cœur de la crise qu'on est en train de vivre. On ne fait rien sans le collectif, qu'il soit l'entreprise, qu'il soit la société, qu'il soit l'engagement associatif, politique, etc. Et on ne fait rien sans une forme d'épanouissement individuel, de recherche, de pursuit of happiness, comme disent les Américains. Donc, comment régler cette bonne tension entre cet enjeu collectif, cet enjeu individuel. Voilà. Et je pense que sur des questions comme l'énergie, l'égalité et l'égalité des chances, l'accès à la technologie de tous, c'est un sujet qui est central. Voilà. Donc je souhaite à chacun de trouver son bon équilibre entre ces deux pôles en 2021. Et merci Carole pour m'avoir interviewé ce matin. Je suis ravi. Et avant de lancer le générique de fin, j'aimerais vous aider en parlant d'un outil extraordinaire pour créer des tunnels de vente. Car un site c'est bien, c'est même excellent, mais si on veut vendre quelque chose, un outil pour créer des tunnels de vente, c'est mieux. Et je vous recommande System.io. C'est une start-up française, donc tout est en français, y compris le service client hyper réactif, et aussi côté fiscalité, c'est beaucoup plus simple pour le calcul de la TVA, etc. De plus, c'est toujours bien de soutenir des sociétés françaises, enfin je trouve. J'avais fait un benchmark, une étude comparative assez longue pour choisir cet outil-là. Donc, si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec plaisir. Un tunnel de vente, vous savez, c'est comme un grand entonnoir dans lequel rentrent les personnes susceptibles d'acheter un produit ou un service et qui deviennent à la fin des clients. Donc, beaucoup de personnes qui rentrent au début, quelques-unes à la fin, mais ça, ce sont vos clients. Bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, c'est l'une des grandes tendances à prendre en compte aujourd'hui. J'ai aussi créé ma formation en ligne sur l'innovation et j'en suis très heureuse. J'ai d'autres projets d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet. J'ai écrit un article sur le sujet de ce System.io, vous avez le lien dans les notes de l'épisode, et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon objectif c'est de vous recommander des outils, de vous faire gagner du temps, voilà. Innover c'est évidemment un état d'esprit, mais ce sont aussi des techniques. Et je vous laisse un lien en commentaire avec toutes mes recommandations. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. Montage par Simon Loris. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt!